Artlist.io. Music licensing reimagined. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Tellement important qu'il va probablement définir les futurs rapports de force économiques dans le monde au cours des prochaines années. C'est celui de la fuite des cerveaux et de la bataille très discrète que se mènent certains pays pour attirer les meilleurs talents chez eux. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos sur l'exploitation des matières premières en Afrique, mais il faut que je le rappelle ici. Nous ne sommes plus dans une économie de matières premières. Nous sommes dans un monde qui est totalement dominé par l'économie de la connaissance et de la technologie. C'est absolument indiscutable. Voici les 10 plus grosses entreprises au monde par capitalisation boursière. Cherchez les entreprises qui vendent des matières premières. Vous aurez du mal à les trouver parce qu'en fait, il n'y en a qu'une seule. C'est Saudi Aramco, la société qui exploite le pétrole en Arabie Saoudite. Et encore, si elle est si grosse, c'est parce qu'elle a quasiment le monopole sur les plus grandes réserves mondiales puisqu'elle appartient à l'État saoudien. Mais toutes les autres grosses entreprises ne vendent qu'une seule chose, de la technologie et de la connaissance. Et quand on voit le total des capitalisations, on voit bien qu'aujourd'hui, la valeur qui est créée par l'exploitation des matières premières, elle est totalement ridicule par rapport à la valeur qui est créée par la technologie et la connaissance. Si on ne voit pas ça, on ne comprend pas la réalité économique d'aujourd'hui. Je veux rappeler ici un exemple dont j'ai déjà parlé en détail dans cette vidéo et qui concerne l'industrie automobile. Sur une voiture américaine qui coûte 44 000 $, les matières premières ne représentent que 3 600 $ et l'énergie 1 500 $. Tout le reste de la valeur, à part la TVA bien sûr, c'est de l'industrie, de la technologie, de l'ingénierie. Et ça va dans la poche de qui ? Des pays qui ont les usines de fabrication, qui ont l'industrie. Les autres ne prennent que des miettes. Les autres, c'est-à-dire ceux qui vendent les matières premières, notamment les pays africains, et ceux qui vendent de l'énergie, comme les pays du Moyen-Orient. Et ce n'est pas parce que vous voyez des Saoudiens ou des Qataris avec des voitures en or que ça veut dire que ces pays génèrent de grosses richesses au niveau mondial. Absolument pas. C'est simplement que dans ces pays, la richesse créée est très concentrée sur un petit nombre d'individus. Et donc forcément, elle est plus visible. Mais il faut garder à l'esprit les vrais ordres de grandeur. Juste la Californie, toute seule, c'est 3 fois le PIB de toute l'Arabie Saoudite, 8 fois le PIB des Émirats et 15 fois le PIB du Qatar. Ça, c'est la réalité du monde économique aujourd'hui. La technologie, la connaissance a largement plus de valeur que les matières premières. Et le grand drame des pays africains, c'est qu'ils sont presque tous, encore aujourd'hui, dans une économie de matières premières. On va parler ici d'un exemple très frappant de ce problème, c'est l'industrie du chocolat et la production de cacao. Le chocolat est maintenant un produit extrêmement consommé dans le monde entier. Le marché mondial du chocolat est énorme, plus de 120 milliards de $. Pour avoir une idée, c'est un marché qui est plus gros par exemple que celui des jouets. Vous le savez déjà, pour faire du chocolat, il faut du cacao. Et l'Afrique a quasiment le monopole sur la production mondiale de cacao. Les pays africains produisent plus de 82% du cacao mondial. Et parmi ces pays, le leader, loin devant tout le monde, c'est la Côte d'Ivoire, qui représente à elle seule plus de 40% de la production mondiale. Maintenant, est-ce que la Côte d'Ivoire profite bien du marché du chocolat ? Je vais vous laisser en juger vous-même. Aujourd'hui, la très grande majorité du cacao ivoirien est exporté brut et il se vend actuellement autour de 7,50 € le kilo. C'est le cours actuel au moment où je tourne cette vidéo. Maintenant, prenons le produit fini. Une tablette de chocolat noir à 99%. Donc, elle ne contient quasiment rien d'autre que du cacao. Et bien, à l'arrivée au supermarché en France, au moment où je tourne cette vidéo, elle coûte 3,09 € pour 50 grammes, ce qui fait 61 € le kilo. En enlevant la TVA de 5,50 sur les produits alimentaires, ça revient à environ à 58 € le kilo. Et donc, la Côte d'Ivoire reçoit 7,50 €, alors que le prix final en France est de 58 €. Pourtant, c'est un produit qui ne contient que du cacao ivoirien et rien d'autre. Alors certains vont dire
Oui, mais avec 1 kilo de cacao, on n'a pas 1 kilo de chocolat noir. C'est vrai, mais la différence n'est pas énorme. Avec 1 kilo de cacao séché qui sort de Côte d'Ivoire, on arrive à obtenir environ 850 grammes de chocolat noir. Donc ça n'explique absolument pas cette grande différence de prix. Le prix final du chocolat en France est énorme par rapport au prix du cacao en Côte d'Ivoire. Et donc si on voit ça et qu'on va pas plus loin, la première réaction c'est évidemment de se dire que c'est du vol, que la Côte d'Ivoire se fait piller ses richesses. C'est un discours qu'on entend très souvent pour les pays africains. Et ça, malheureusement, c'est parce qu'on ne comprend pas ce qui fait réellement la valeur dans l'économie d'aujourd'hui. Même dans un produit qui a l'air aussi simple que ça, une tablette de chocolat, eh bien ce qui fait la valeur principale de cette tablette, ce n'est même pas la matière première qu'elle contient, le cacao, mais c'est tout le processus industriel qui suit la récolte. Et c'est bien plus complexe que ce qu'on croit. Voici toutes les étapes industrielles pour produire quelque chose d'aussi simple qu'une tablette de chocolat. Et dans la plupart de ces étapes, on utilise de grosses machines industrielles. Ici, par exemple, c'est ce qu'on appelle la torréfaction. C'est une étape importante pour développer les arômes du cacao, mais sans brûler les fèves. On utilise pour ça des torréfacteurs industriels avec un contrôle de la température extrêmement précis. Ici, on a l'étape qui s'appelle le tempérage. C'est l'étape qui sert à stabiliser les cristaux de beurre de cacao et c'est grâce à cette étape qu'on peut avoir un chocolat brillant et cassant. Et en fait, à chaque étape du processus, le produit prend de la valeur, jusqu'à sa valeur finale dans les rayons du magasin. Et dans chacune de ces étapes, ce qui coûte cher, c'est essentiellement l'ingénierie, la technologie, et donc c'est de la connaissance. Et c'est tout ça qu'on appelle la chaîne de valeur d'un produit. Maintenant, qui profite réellement de cette chaîne de valeur pour cette tablette de chocolat? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire ou est-ce que c'est la France? Eh bien en fait, ni l'un ni l'autre. Regardez dans quel pays est réalisée chacune de ces étapes. Bon, vous avez compris quel est le pays qui en profite le plus. C'est évidemment la Suisse, parce que c'est en Suisse que se déroule toute la production, toutes les étapes avec une forte valeur ajoutée. Dans cette chaîne de valeur, du point de vue économique, on comprend tout à fait pourquoi la Côte d'Ivoire ne touche que 7,50 € sur un produit final de 58 €. Et on comprend bien pourquoi l'Afrique ne génère qu'une très petite part de la richesse mondiale. Le cacao ne vaut en fait pas grand-chose dans le prix du chocolat, de même que toutes les matières premières dans cet iPhone ne valent pas grand-chose par rapport au prix final de l'iPhone. Tout l'uranium qu'on utilise dans cette centrale nucléaire ne vaut pas grand-chose dans le prix final de l'électricité. Toutes les matières premières dans cette voiture ne valent pas grand-chose par rapport au prix final de la voiture. Ce qui coûte cher, c'est toujours la technologie. Nous sommes dans une économie de la connaissance et de la technologie. Mais l'Afrique reste encore aujourd'hui dans une économie des matières premières. Maintenant, ça, c'est pas une fatalité. Il y a évidemment un espoir pour les pays africains. C'est d'essayer d'attirer les industriels et donc la technologie dans le pays et en même temps former les meilleurs talents, les meilleurs cerveaux africains pour continuer à développer ces technologies. Exactement comme l'ont fait les Chinois depuis 30 ou 40 ans. Mais encore faut-il que ces meilleurs cerveaux restent en Afrique. Et c'est là qu'on a un petit problème. L'Afrique est un continent qui regorge de cerveaux et de talents. 60% des Africains ont moins de 25 ans. L'Afrique est le continent qui a la population la plus jeune du monde et c'est le continent qui fait le plus d'enfants. En clair, les cerveaux de demain seront en grande partie africains. C'est absolument incontestable. Mais pour l'instant, ces cerveaux ne sont que très peu utilisés pour le développement de l'Afrique. Il n'y a pas assez de technologie sur le continent. Il n'y a pas assez de débouchés. Et donc ces cerveaux sont essentiellement aspirés par les grandes puissances économiques. Et c'est pas un hasard. Les grands pays ont tout fait pour attirer les meilleurs Africains ces 30 dernières années. Vous regardez dans tous les grands pays développés, ils ont tous, mais absolument tous, des mesures spéciales pour attirer les personnes qu'on appelle hautement qualifiées, les ingénieurs, les chercheurs, etc. Aux États-Unis, il y a un visa spécial qui s'appelle le visa H-1B, qui est spécialement réservé pour les gens hautement qualifiés. Au Royaume-Uni, vous avez le Global Talent Visa. En France, ça s'appelle le passeport talent. L'Allemagne a très récemment modifié une loi sur l'immigration pour rendre plus facile l'arrivée des ingénieurs et des diplômés étrangers. Et même un pays comme la Chine essaie d'attirer cette catégorie de personnes. La Chine a mis en place ce qu'on appelle le visa type R, qui est spécialement conçu pour les gens très qualifiés ou diplômés. Et on a des lois similaires aux Émirats, au Canada, en Australie. Bref, en résumé, si vous êtes africain et que vous êtes diplômé et très qualifié, c'est-à-dire si vous êtes un bon cerveau africain, eh bien vous êtes la bienvenue partout. Et les exemples de cerveaux africains qui rayonnent à l'étranger, c'est pas non plus ce qui manque.
Je vais donner ici quelques exemples dont les noms ne vous diront probablement rien, mais pourtant, ces gens qui viennent de pays africains apportent une plus-value exceptionnelle aux pays dans lesquels ils travaillent. Vous savez probablement que le secteur de l'intelligence artificielle est en plein boom. Et on connaît les grandes sociétés qui font avancer ce domaine comme Google, OpenAI ou Microsoft. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la société derrière qui rend tout ça possible et qui est en réalité celle qui profite actuellement le plus de ce secteur, c'est Nvidia. Parce qu'elle a une technologie spécifique aux cartes graphiques, les GPU, qui sont utilisées dans l'IA. En seulement un an, la valeur boursière de Nvidia a totalement explosé. Elle a été multipliée par 10. Au moment où je tourne cette vidéo, Nvidia est tout simplement devenue la deuxième plus grosse entreprise au monde au niveau de sa capitalisation, devant Apple, Google et Amazon. Nvidia est valorisée actuellement à plus de 3200 milliards de dollars. Je sais pas si on se rend bien compte. La valeur de Nvidia, aujourd'hui, une seule entreprise, c'est plus que tout le PIB de la France. Le succès de cette entreprise est absolument incroyable. Et bien, parmi les meilleurs chercheurs et ingénieurs qui participent à ce succès chez Nvidia, il y a une Marocaine extrêmement talentueuse que peu de personnes connaissent, Yasmina Benkoui. C'est une ingénieure, chercheuse et data scientist et qui est diplômée d'une école d'ingénieurs marocaine, à Rabat. Elle a ensuite été aux États-Unis où elle a notamment participé au développement de la robotique chez Amazon avant d'être recrutée par Nvidia. On ne s'en rend pas toujours compte, mais la plus-value que ce genre de personnes apporte dans l'entreprise et plus généralement dans l'économie du pays où elle travaille, c'est absolument énorme. Ces gens-là valent littéralement de l'or. Et évidemment, les grandes entreprises de la technologie font tout pour attirer ces meilleurs cerveaux. Un autre exemple dans le domaine de la construction. Chaque année, la Société américaine des ingénieurs civils décerne le prix du meilleur ingénieur de l'année à celui qui a fait le plus avancer le secteur de la construction ou des techniques de construction. Et bien l'année dernière, l'ingénieur qui a été élu le meilleur de tous les États-Unis, c'est pas un Américain, c'est un ingénieur sénégalais, Mor Diao, qui est ingénieur et entrepreneur et il a reçu ce prix pour sa contribution exceptionnelle à ce secteur dans la région du Texas. Autre exemple, Lotfi Belkir, un chercheur et physicien algérien et aussi un entrepreneur à succès puisqu'il a créé l'un des premiers systèmes de scanner automatisés. Il a contribué à faire avancer la recherche au Canada et aux États-Unis et il travaille maintenant essentiellement au Qatar. Ces visages et ces noms ne vous disent probablement rien. Ce ne sont pas des stars du football ou des chanteurs. Pourtant, elle est bien là la plus grande richesse de l'Afrique. Nous sommes dans une économie de la connaissance et de la technologie. L'ensemble de ces gens-là, ces millions de cerveaux africains, ils ont une valeur largement plus grande que toutes les matières premières en Afrique. Tout le gaz, tout le pétrole, le cobalt, l'or, tout ce que vous voulez. Et l'un des plus grands problèmes de l'Afrique, c'est que la plupart de ces cerveaux sont encore aujourd'hui aspirés par les grandes puissances économiques. Il y a une statistique en France dans le secteur de la médecine qui est très parlante. Vous le savez si vous avez été à l'hôpital en France, aujourd'hui le système de santé français ne peut pas tenir sans les médecins étrangers. C'est impossible. Prolonger ces décisions qui ont été prises d'accueillir des médecins étrangers. On n'a pas le choix. Il n'y a pas assez de médecins français. Et les médecins qui ont été diplômés à l'étranger, en dehors de l'UE, peuvent demander ce qu'on appelle une équivalence pour pouvoir exercer en France. Voici la répartition par nationalité des médecins qui demandent une équivalence pour pouvoir exercer en France. Ce sont des statistiques qui sont publiées par le Conseil national de gestion. La moitié des médecins qui demandent l'équivalence en France sont des médecins algériens. Et si on ajoute les Tunisiens, on est déjà à plus de 65%, juste pour ces deux pays. Mais un médecin algérien qui vient exercer dans un hôpital en France, il n'a pas été formé par la France. Il a été formé par l'Algérie. C'est l'État algérien qui a financé et qui a fait les efforts nécessaires pour avoir beaucoup de médecins. D'autant plus qu'en Algérie, les études de médecine sont gratuites et financées par l'État. Si ensuite, quand ils ont leur diplôme, c'est-à-dire au moment où ils deviennent le plus utiles pour la société, ces médecins vont travailler en France, ils vont donc contribuer au système de santé français, alors qu'ils ont été formés et financés par l'État algérien. Vous conviendrez que c'est quand même totalement injuste. Quand la France a besoin de l'uranium au Niger, ou quand la Suisse a besoin du cacao en Côte d'Ivoire, c'est pas gratuit. Ils doivent l'acheter dans les pays africains. Pourquoi, quand la France prend des médecins algériens, elle ne paye pas l'État algérien? Certains d'entre vous vont probablement sourire et se dire mais il est fou, pourquoi la France elle va payer pour ça? Parce que vous savez bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Mais si on suit le principe de justice économique, c'est ce qui devrait se passer.
L'État algérien fait de gros efforts pour former des médecins. Si ces médecins vont ensuite aider le système de santé français et pas le système algérien, en toute justice, la France devrait payer l'Algérie pour avoir formé ces médecins. Sauf que, qui a dit que le monde était juste ? Le monde aujourd'hui, c'est surtout une question de concurrence et de rapport de force. Et chaque pays utilise les armes qu'il a. La France ne paye pas l'Algérie pour avoir ses médecins, tout comme le Royaume-Uni ne paye pas l'Inde pour avoir ses ingénieurs. Les États-Unis ne payent pas les pays africains pour avoir leurs meilleurs chercheurs. Si les grandes puissances économiques ne payent pas les autres pays pour prendre leurs hauts diplômés, c'est tout simplement parce qu'ils ont trouvé une autre solution. Il leur suffit juste de faire une chose, attirer directement ces hauts diplômés vers eux, parce qu'ils leur offrent de plus gros salaires, de meilleures perspectives de carrière et plus généralement un meilleur cadre de vie. C'est un des plus gros problèmes de l'économie africaine et c'est pas un problème qui est si facile que ça à résoudre parce que de leur côté, les pays industrialisés, eux, ils font tout pour aspirer ces cerveaux et même lorsqu'ils sont encore étudiants. Aujourd'hui, lorsque vous êtes un étudiant africain brillant, et notamment dans les matières scientifiques, vous pouvez aller ensuite finir vos études dans quasiment n'importe quel grand pays. Vous êtes la bienvenue partout. Et si vous êtes très brillant, ben là, ces pays vont même vous payer pour venir faire vos études chez eux. Les États-Unis, par exemple, ont mis en place le Fulbright Foreign Student Program. C'est un système de bourse pour les meilleurs étudiants étrangers. Vous êtes une étudiante malienne très brillante en biologie ou mathématiques? Eh bien, avec ce système de bourse, l'État américain est prêt à vous payer en moyenne plus de $2000 par mois si vous choisissez de terminer vos études aux États-Unis. Et c'est même pas ce qui leur coûte le plus cher, parce que dans le Fulbright Foreign Student Program, il y a aussi les frais de scolarité qui sont pris en charge, les voyages en avion avec le Mali, etc. Au final, ça revient souvent à l'administration américaine plus de $60 000 par an pour ce genre d'étudiants très brillants. Évidemment, c'est réservé aux meilleurs étudiants. Et vous pensez que c'est de la pure générosité de la part des Américains envers ces pauvres étudiants africains sans ressources? Bien sûr que non. S'ils le font, c'est qu'ils savent très bien qu'en moyenne, les $60 000 investis sur cette étudiante malienne, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'elle va apporter aux États-Unis et aux entreprises américaines durant sa future carrière. Il suffit de voir la valeur qu'apporte une chercheuse comme Yasmina Benkoui chez Nvidia. En France, pareil, vous avez la bourse Eiffel. La France paye les meilleurs étudiants étrangers 1800 € par mois pour qu'ils viennent étudier dans l'Hexagone. Plus évidemment les frais de transport, les assurances, l'aide au logement. Et quand vous lisez la présentation officielle de ce programme, l'objectif est clairement affiché par l'administration française afin de permettre aux établissements français d'enseignement supérieur d'attirer les meilleurs étudiants étrangers. Aux Émirats, vous avez la bourse Mohamed Ben Rachid El Maktoum. Pareil, c'est fait pour attirer les meilleurs étudiants vers les Émirats. Et en fait, vous avez à peu près le même système dans tous les pays qui ont les moyens de le faire. Et donc, vous comprenez bien pourquoi tous ces pays sont prêts à payer pour avoir les meilleurs cerveaux. Je le répète, nous sommes dans une économie de la connaissance. Les pays qui arrivent à attirer les meilleurs cerveaux chez eux seront les grands gagnants de demain. Et les cerveaux africains vont être de plus en plus convoités. Tout simplement parce qu'ils vont être les plus nombreux. En France, regardez tous les étudiants étrangers. La moitié viennent d'un seul continent, l'Afrique. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas n'importe quel étudiant africain qui arrive à être accepté dans une université en Europe. Ce sont en général les meilleurs. Et c'est encore plus vrai si on parle des écoles d'ingénieurs. Demandez à n'importe quel élève ingénieur en France, il vous le confirmera. Les élèves qui viennent des pays africains sont en général très forts dans les matières scientifiques, tout comme les élèves chinois d'ailleurs. Campus France a publié les dernières statistiques sur les étudiants étrangers et voici les 3 pays les plus représentés dans les écoles d'ingénieurs françaises. La Tunisie, la Chine et surtout le Maroc qui représente plus de 21%. Plus de 21% de tous les élèves ingénieurs étrangers en France sont des élèves ingénieurs marocains. C'est quand même considérable. Et c'est encore plus impressionnant quand on regarde l'école d'ingénieurs qui est aujourd'hui la meilleure en France selon les classements officiels, l'école polytechnique de Paris. Le concours de l'X, comme on appelle souvent cette école, c'est tout simplement le concours le plus prestigieux et le plus difficile à réussir aujourd'hui en France. Pour tous les élèves de classe préparatoire scientifique, réussir le concours de l'X, c'est clairement le rêve et très peu y arrivent. Eh bien, regardez les étrangers qui ont réussi ce concours l'année dernière en 2023. Un Tchèque, un Roumain ou une Roumaine, je ne sais pas si c'est un étudiant ou une étudiante, un Libanais, un Congolais, un Chinois, un Chilien, un Algérien,
un Canadien, un Autrichien, 10 Tunisiens, ce qui est déjà pas mal, hein, et 40 Marocains. 40 Marocains qui ont réussi le concours le plus difficile en France. C'est absolument incroyable. Le niveau de cette nouvelle génération de jeunes étudiants marocains est tout simplement phénoménal. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est justement la directrice des relations internationales de l'école polytechnique, Gaëlle Le Goff. Et si vous avez vu mes précédentes vidéos sur le développement de l'industrie et des technologies au Maroc ces dernières années, vous comprenez tout de suite que c'est pas tout à fait un hasard. Et je le répète, nous sommes dans une économie de la connaissance. Ces élèves ingénieurs-là, tout comme les chercheurs, que ce soit d'ailleurs les Marocains, les Chinois et les autres, c'est clairement le nouveau pétrole du 21e siècle. Il faut savoir que les grands groupes en France viennent souvent recruter les meilleurs élèves directement à la sortie de l'école. Et là encore, c'est pas un hasard. Pour les grands groupes français comme Stellantis, Michelin, Alstom, Air Liquide, pour tous ces groupes, avoir les meilleurs cerveaux, c'est aujourd'hui absolument vital s'ils veulent être compétitifs face aux grands groupes américains et aux groupes chinois. Et donc ces élèves ingénieurs représentent clairement une mine d'or aussi pour la France indirectement, y compris ces élèves ingénieurs marocains, évidemment. N'en déplaise à Monsieur Zemmour. Mais c'est la stricte réalité économique aujourd'hui. Maintenant, concernant ces Marocains, qui va effectivement profiter de ces cerveaux? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est le Maroc? Ou même les États-Unis? Vous l'avez compris, hein, ça dépend évidemment de ce que vont faire ces jeunes après leur diplôme. Et c'est ce qu'on essaiera de comprendre dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, un grand merci si vous suivez mes vidéos. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et je vous dis à très bientôt.